bonsoir. Alors moi, il y a 4 ans, je ne travaillais pas très loin d'ici, là dans un bureau, et j'étais confronté à un problème très complexe. C'est qu'avec les gens avec qui je travaillais, on venait de faire des très beaux algorithmes temps réel. Ces algorithmes intéressaient beaucoup la Banque de France, mais on était complètement incapable de les expliquer. C'était très technique, personne ne comprenait, c'était des flux financiers, et on m'avait confié la charge de vulgariser ça. Et un jour, je me suis dit, les flux temps réel, il faut réussir à appliquer nos algorithmes à Twitter. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont intéressés à ce que je faisais, et je me suis rendu compte que faire du Twitter, c'était faire du big data, et j'étais rentré dans la boucle. C'est par ce biais donc que je suis arrivé à Norcis il y a 4 ans, et que j'ai travaillé donc pour une start-up à Paris, qui travaille dans le domaine de la publicité en ligne, et qui utilise donc un outil qui s'appelle Storm, dont aujourd'hui je vais vous faire un petit retour d'expérience. Donc je vais faire ça en 2 temps, d'abord une partie assez pédagogique qui va juste reprendre 2 ou 3 grands concepts de Storm, et puis après vraiment rentrer dans le détail de ce qu'on en a fait. Alors le temps réel. Si on se projette dans le retail, historiquement il y a 3 sources de données qui sont les tickets de caisse, les produits, les cartes de fidélité. Ça peut faire beaucoup de volume. Alors on imagine à Auchan, beaucoup de produits, beaucoup de tickets de caisse et beaucoup de produits par ticket de caisse. Alors, si on imagine chez Sephora, où il y a beaucoup moins de parfums, 1 ou 2 achats par ticket de caisse, mais toujours en carte de fidélité. À partir de ces données, on essaie de faire plein de choses. On calcule les chiffres d'affaires, on fait du planning de caisse, on fait du marketing, on fait des emails. On utilise ces données. Et un jour, dans le domaine du retail, il y a eu une révolution qui est apparue, c'est ce qu'on appelle le numérique. Brusquement sont apparus, notamment tous les réseaux sociaux. D'une part, ça a augmenté encore les volumes, et surtout, ça a introduit une nouvelle problématique qui était le temps réel. Brusquement, on voulait avoir les stocks en temps réel. Brusquement, on voulait des chatbots qui savent répondre en quelques minutes. Brusquement, on voulait savoir faire une recommandation en quelques secondes sur un site. Et brusquement, on avait besoin de temps réel. Et ça m'a mis une implication imprévue, c'est que de ce digital, on s'est repositionné à la question de est-ce que tous les algorithmes avant qui tournaient en batch, je ne peux pas les réécrire en temps réel? Est-ce que je ne peux pas connaître le chiffre de mon magasin en temps réel? Est-ce que je ne peux pas prédire à midi le chiffre d'affaires que le magasin va faire ce soir à 20h? Alors on va essayer de faire une démo en live. Donc sur Twitter, une des choses qu'on peut faire, c'est l'analyse de tendance. Donc l'analyse de tendance, c'est-à-dire savoir de quoi parlent les gens. Donc il y a des sites comme celui-là, Trends24, qui nous disent, pendant les 26 dernières minutes, les hashtags les plus utilisés sont ceux-ci. Depuis la dernière heure, depuis 2 heures, et ainsi de suite. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est pendant la présentation, on va jusqu'au moment du cocktail, de trouver les hashtags les plus populaires liés au meetup. Donc comment on fait? C'est simple. On utilise le hashtag du meetup, on écrit quelque chose, on appuie sur envoyer. Et puis moi, derrière, mon algo il tourne, et puis tout à l'heure, on verra quels sont les hashtags les plus utilisés. À la fin, qu'est-ce qu'on va générer? Je vais générer un log qui dit, pour chaque tweet, pour chaque hashtag, combien de fois il est apparu, et le deuxième chiffre, c'est sur quelle période de temps. Donc là, le 480 par an. Quand j'ai préparé ma démo, j'ai utilisé le hashtag Meetup Big Data 9 fois sur une fenêtre de 480 secondes. Alors maintenant, comment on fait ça concrètement? En gros, j'ai 3 ou 4 morceaux d'algorithme. Donc le premier, c'est que je me connecte à Twitter. C'est une API, c'est gratuit, il suffit de le tutoriel, c'est pas très difficile. J'ai un parseur qui va prendre le texte du tweet et qui va regarder où sont les hashtags. J'ai un algorithme qui dit de fenêtre glissante, donc il va regarder les tendances. Donc il va découper une fenêtre de 5 minutes par exemple en sous-fenêtre d'1 minute, puis qui va accumuler chaque hashtag combien de fois il apparaît. Puis tous les hashtags qui ont plus de 5 minutes, il les enlève. Et ainsi on voit les tendances qui montent ou les tendances qui diminuent.
me calcule un top 10, une horloge qui me dit toutes les minutes, informe-moi de la tendance. À la fin, un favoritaire qui m'écrit tout ça dans le fichier, c'est le fichier log que je vous ai montré. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait ça en temps réel avec Storm? Donc Storm, c'est un produit Apache, open source, gratuit, qui sait faire beaucoup de choses. On ne va pas parler de tout. Principalement, donc, il sait faire du temps réel. Il sait gérer des énormes volumes. Et il sait gérer des énormes volumes parce qu'il sait faire de la parallélisation de données. Il sait avoir des latences très courtes, temps de réponse très faible, parce que c'est un outil de complex event processing. Et il est très modulaire parce qu'on programme comme on programme en Java. Et donc pour les développeurs, on reste dans le même monde. Il sait faire beaucoup d'autres choses, il sait se connecter à Redis, à Cassandra, il sait résister à la panne, il sait faire du micro-batching, on peut le faire en Ruby. Mais tout ça, je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir. Donc il y a 5 concepts fondamentaux dans Storm. Le premier, donc, c'est le flux, le streams. Donc qu'est-ce que c'est qu'un streams? C'est un flux infini de tubes. Ils arrivent, ils s'arrêtent jamais. Twitter ne s'arrête jamais. Donc moi, dans ce que je vous ai montré, j'ai utilisé plein de flux. Alors, donc j'ai utilisé le flux tweet, j'ai mon horloge qui toutes les minutes sonne, et puis j'ai des flux qui sont intermédiaires, qui sont par exemple le nombre de hashtags. Ces flux, ils ont des sources. Donc c'est ce qu'on appelle des spoots. Un spoot, c'est un générateur de données dans l'application. Donc moi, je vous en ai montré 2, qui sont le connexion à Twitter et l'horloge. Et le troisième, c'est le Bolt. Donc le Bolt, lui, il est en charge de manipuler les flux et de processer les tuples un par un. Donc il reçoit des tuples d'un ou plusieurs sources ou d'un autre Bolt et il émet un ou plusieurs résultats. Et puis après, bien sûr, on va connecter tout ça ensemble. Donc moi, dans ce que je vous ai montré sur Twitter, voilà, le parseur qui transforme un tweet en hashtag, c'est un Bolt. Celui qui fait le top 10, c'est un Bolt. On va rentrer là directement dans une problématique forte du temps réel. C'est comme j'ai dit que potentiellement un Bolt recevait 2 flux de 2 sources différentes. On va vouloir synchroniser tout ça. Donc quand on est en batch, au pire il y a des trop gros volumes, mais on s'y retrouve. En temps réel, les problématiques sont différentes. Donc ici par exemple, je vais faire la jointure là, entre mes 2 flux, en suivant le code couleur. Donc le vert, il arrive, on attend un petit peu, le deuxième vert arrive. Bon, il faut gérer un petit peu de buffer, mais je vais pouvoir faire ma jointure. Le rouge arrive, dans très longtemps arrivera l'autre rouge. Là, je pose la première grosse question, c'est quelle est la taille maximale que j'autorise dans mes buffers. Puis le cas le pire, le bleu il n'arrive jamais. Comment je gère ce cas-là? Ça va être dans le code du Bolt, et donc c'est nous, programmeurs, qui devons choisir la stratégie de comment on calcule la jointure. À la fin, on fait une topologie, c'est-à-dire qu'on mixe les spoots, les bolts, on dit comment on les relie, quelles informations circulent dessus, et du moment que ça fasse un graphe acyclique, on a une topologie Storm qui est valide. Donc si je reprends mon premier slide, ça tombe bien, donc j'ai bien des spoots, des bolts, je les connecte entre eux, et je n'ai pas de cycle, donc je peux écrire tout ça en Storm facilement. Je vous ai dit que la solution au volume, c'était le parallélisme. Donc dans Storm, il y a du parallélisme partout. Principalement 2 sources de parallélisme. C'est multi-machine et c'est multi-threadé pour être sur des machines et sur plusieurs CPU. Donc, quand je définis un spot ou un bolt, ce code va être déployé quelque part sur mon cluster et ensuite lancé dans un thread. Ce qui veut dire qu'il y a des échanges de messages à gérer, puisqu'un message peut aller d'un thread à un autre thread sur une même machine, ou peut même devoir être sérialisé pour être échangé sur votre machine.
Là aussi, il y a tout ce qu'il faut dans Storm pour dire est-ce que je veux que ça reste en local, prioritairement en local, est-ce que le broadcast, tout est prévu, il suffit de le dire quand on fait la topologie. Et puis enfin, je vais écrire du code. Donc là, c'est du code Java, donc c'est mon hashtag count. Donc j'implémente une interface. La première chose que je veux dire, c'est quel est le format qui va ressortir. Donc mon hashtag count, il va ressortir un tuple à 2 éléments. Le premier élément, ce sera le hashtag, le deuxième élément, ce sera le code. Qu'est-ce que je fais quand je reçois un tuple? Et ben, je regarde si j'ai une map qui se souvient de combien de fois j'ai fait chaque tuple. Et puis donc, le nom de hashtag, et puis j'implémente. Et puis j'ai un prépare qui dit ce que je fais au moment où je mets en route la topologie. Donc là, juste j'initialise mon map. Et un cleanup qui me dit ce que je fais quand tout est fini. Là, j'ai rien de spécial à faire. C'est du Java, donc mon processus de développement habituel peut s'appliquer. Je peux faire mes tests unitaires, je peux faire ma recette, je peux faire tout ce que je veux. Je fais un développement classique. Donc ça, c'est les grands concepts de Storm, comme on peut les retrouver à peu près dans tous les tutoriels sur Internet. Dans la vraie vie, c'est plus difficile et il y a plus de choses à faire. Dans la vraie vie, il faut gérer un cluster, il faut le monitorer. Les algorithmes, c'est pas juste de faire des points. Il faut surveiller la performance, il faut déployer, il faut tester, il faut faire la recette. Et donc moi, j'ai été amené à faire tout ça dans un cadre de publicité en ligne. Donc là, vous avez une copie d'écran de l'équipe. Au milieu, une pub pour Flexibus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'équipe qui gère elle-même ces publicités. Ils délèguent ça à une régie qui donc est en charge de mettre aux enchères des espaces publicitaires. Donc, la régie va dire, sur le site de l'équipe, le cookie numéro machin est en attente d'une publicité. Et là, tous les gens qui participent disent oui, non, cette publicité m'intéresse, font une enchère, et ceux qui enchèrent le plus cher a gagné. Il faut que tout ça se fasse dans des conditions très précises. C'est que on est borné par le temps d'affichage de la page. Donc, le système d'enchère doit répondre en moins de 100 millisecondes. Mais en moins de 100 millisecondes, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'abord du temps réseau, il y a le temps de faire l'enchère, il y a le temps que le système calcule l'enchère et décide qui a gagné. Et donc nous, on était dans la position de faire de la recommandation, donc de dire quel cookie est intéressant pour quelle marque. On avait exactement 7 millisecondes pour répondre. Et on avait le droit à 5% d'erreur, 5% de trop. Donc vraiment la latence très courte, et on est vraiment dans le temps réel, au sens où on doit absorber un très gros flux, puisqu'en France il y a 7 milliards d'enchères par jour, et en plus on doit répondre en moins de 7 millisecondes. Deuxième contrainte, c'est une start-up. Ils sont en train de créer leur produit, c'est nouveau pour eux. Les data scientists ne sont pas encore sûrs des algorithmes les meilleurs à utiliser. Et donc, contrainte très forte, c'est que le code va changer très souvent. Et les interfaces vont changer, les algos des data scientists vont changer. Et donc, non, on doit avoir un outil qui soit capable de répondre à ça très vite. Si on met ces contraintes, sur le marché, il y a à peu près deux grands concurrents. Donc Spark, qui est le plus connu. Alors Spark, il ne nous convenait pas parce que Spark il fait du micro-batching. C'est-à-dire, il commence par dire j'accumule les éléments, les tuples pendant 10 secondes. Puis je les traite tous d'un coup dans un batch. Quand on a 7 millisecondes pour répondre, on ne va surtout pas commencer par attendre 10 secondes que tout le monde soit présent. On veut vraiment traiter les éléments un par un. Donc, grosse différence entre Spark et Storm. Storm, qui traite les éléments un par un. On peut arriver au micro-batching en disant je fais des paquets de 10, des paquets de 100. Spark traite des batchs et peut réduire la taille pour faire du micro-batching. Au niveau où on était donc du vraiment processer un élément, on traite les trucs vraiment un par un, c'était Storm. Le grand concurrent, c'est RTBJIT, donc ça veut dire Real Time Binding. Donc c'est vraiment le truc qui est fait pour les gens qui font de la publicité. C'est écrit en C, c'est optimisé partout. Le problème, c'est qu'il y a 2 ou 3 hooks qui sont ouverts. On peut mettre son code uniquement là. Et donc ça allait complètement à l'encontre de notre envie d'être modulaire.
Storm, on ne l'a pas utilisé tout seul. On l'a utilisé dans une architecture qu'on appelle lambda. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'event processing qui va très très vite. Son seul objectif, c'est de répondre tout de suite et de sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, eh ben, on revient dans un monde plus classique où on peut procéder par batch, par jour, par semaine, par marque. Tout ça va faire du machine learning. Tout ça va générer des paramètres et on va mettre à jour automatiquement le modèle. Donc voilà, si on parle en termes d'outils, donc l'event processing, Spark. La manière de persister, la manière de faire du machine learning, c'est classique. Et puis un petit peu de monitoring avec du Grafana. Après, il faut faire de la recette de tout ça. Comment on teste un code qui est hautement parallèle, qui est diversifié dans des spots, des bolts et tout ça. Il n'y a pas de studio de développement pour Storm. Et donc on a créé un outil un petit peu dans le même esprit que Composer. Donc on mettait en input ce qu'on voulait. Donc ici un timestamp, une action, par exemple envoyer un tweet, et le contenu du tweet. Et puis on faisait comme ça tous les scénarios qu'on voulait vérifier. On envoyait tout ça dans Storm, donc qui lui simulait le temps. Donc attendez, voilà, on voyait à la seconde 0 le premier tweet, à la seconde 1 le second. Et puis faisait un rapport qui disait oui, non, tout s'est bien passé. Le deuxième grand outil qu'on a mis en place, c'est comment on teste la performance. Comment on vérifie que une histoire de 7 millisecondes et comment on vérifie qu'on est capable d'ingérer 7 milliards de publicité. Donc si je reviens à l'équivalent de Twitter, on a créé une base de données de quelques millions de tweets. Voilà, il suffit de se connecter, d'attendre, ils vont arriver. Et après on avait des outils qui étaient capables de dire injecte aussi vite que possible, autant de tweets que possible pendant 10 minutes. Donc ça bombardait notre outil pendant 10 minutes. Puis après on faisait l'exploit, qui vérifiait qu'on avait bien été capable de répondre à 95% des cas en moins de 7 minutes. Alors qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile là-dedans? Là on s'est vraiment arraché les cheveux, c'est les 7 millisecondes. C'est vraiment très très difficile. Voilà, faire une latence de moins de 1 seconde, c'est facile. Faire une latence de moins de 100 millisecondes, c'est facile. Descendre à 7 millisecondes, c'est très difficile. Alors on a dû aller tuner les buffers. On a même dû ouvrir un petit peu le capot du Storm pour écrire 2-3 lignes de code. On a vraiment dû faire beaucoup de choses et pousser Storm à bout pour arriver à ces 7 millisecondes. La recette. Donc là, on a dû créer un outil. Donc, ça demande du travail, mais a priori, c'est notre travail d'ingénieur. On a dû l'inventer, le concevoir, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de studio. Mais ça n'a pas posé de problème. Ce qui a été plus facile, c'est 7 milliards d'enchères par jour. Là, Storm est fait pour faire du volume, et il l'a fait, avec un nombre de machines tout à fait raisonnable. Du moment que le code est bien préparé, bien conçu, ça marche tout seul. La partie agile, donc là c'est génial parce que on change un petit bout de code, on doit changer quelque chose dans le code, et on va prendre un scout, on va prendre le bolt correspondant, on change l'algorithme qui est dedans, et puis c'est reparti. Et donc tout le reste, on a confiance puisqu'on n'a pas besoin de le retester, en tout cas vraiment unitairement, on n'a pas besoin de valider puisque tout le code est séparé, tout est séparé. Et donc, quand on veut changer une brique à droite, à gauche dans tout notre processus, c'est super facile, puisque Storm est conçu pour avoir des bolts et pour découper le code dès le départ. Puis ce qui est très facile, c'est les maps. Donc, il suffit d'écrire une ligne du genre Storm, le nom du genre, le main, et puis c'est parti. J'ai le temps de... On peut regarder s'il y a eu des tweets. Il n'y a pas l'air d'avoir eu beaucoup de tweets. Donc apparemment c'est Oplunch qui a été le plus tweeté. Donc c'est ou Decathlon
Donc des gens qui ont faim ou des gens qui ont envie d'avoir l'exposé suivant. Ouais, si vous avez des questions ou des remarques. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en avais une première, c'est est-ce que tu as un ordre de grandeur du nombre de machines? Parce que j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça fait de traiter. Alors tu parlais de 7 milliards ou 7 millions, je n'étais pas sûr. Ouais, 7 milliards. Ouais. Dans votre système, tu as 7 milliards? Oui, par jour. Et donc ça fait quel ordre de grandeur de machine? Enfin 10, 100, 1000? Non, 4. Ok. Non, c'est ce que j'ai dit. Storm sur la partie volume et parallélisme, vraiment ça marche. D'accord. Et Et, pour la partie technique, combien de corps? Des grosses machines ou... je ne sais plus. 24 corps, je crois. Ok. D'accord. Et ma seconde question était justement en termes d'optime, quand vous avez soulevé le capot de Apache Storm, alors ça rentrait dans des secrets énormes, qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous posait problème ou qu'est-ce qui ne répondait pas à vos besoins? Alors, les plus grosses optimisations qu'on a faites, c'est optimiser les buffers. Puisque chaque put ou chaque bolt a en entrée un buffer. Au cas où ça arrive trop vite, il bufferise. Et nous, on voulait surtout pas bufferiser. Donc, la première optimisation qu'on a poussée, c'était de savoir comment on pouvait diminuer au maximum les buffers. Et donc ça, c'est des paramètres. Donc c'est jouable. Là où on a dû ouvrir vraiment le capot, c'est qu'il y a des choses qu'on voulait forcer à ce que ça reste en local. Et donc dans la manière dont les tâches sont dispatchées, il y a dans Storm différentes manières, mais forcer à ce qu'un message reste en local sur tout un cycle de bolt de suite, c'est pas prévu. Donc là il y a une interface, il y a un constructeur, une factory, donc on a dû rajouter le code qui est dans le choix, privilégie toujours le local en premier. Ok. Pas de questions? Je peux encore poser. Ma dernière question était, ouais, donc ça demande, en fait tu compenses le temps de latence, c'est obligé de compenser par énormément de mémoire pour cacher un maximum. J'imagine que vous gardez pratiquement rien sur les BD, vous avez pratiquement tout le temps de mémoire. Oui, donc ça exactement. Donc, dans l'architecture lambda, donc il y a la partie qui va très vite et la partie qui calcule. L'idée, ça va vraiment être de dire le maximum de choses, on le calcule dans la partie plus lente. Et puis, on met en mémoire. Et au maximum, Storm, le code, vient prendre en mémoire, fait des calculs simples et retourne. D'accord. Et dans cette idée, on a même été plus loin, puisqu'en fait, on a mis quelque part une double architecture lambda. On a mis une architecture qui allait très très vite, qui répondait toujours. Quitte à répondre, je ne sais pas. L'architecture que je vous ai montrée, elle met au-dessus. Le Storm venant alimenter cette première couche qui répondait toujours en 7 millisecondes, et puis après la couche de machine learning qui venait alimenter ça au fur et à mesure. Quelle était la fréquence de rafraîchissement? Vous avez quel objectif en termes de rafraîchissement justement? Alors, je ne sais pas quelles sont les contraintes justement des marchés publicitaires où est-ce qu'on doit updater les profils tous les jours, toutes les heures? Donc nous, les profils qu'on calculait en temps réel, il y en avait 3, donc c'est 5 minutes, une journée, une semaine. Donc ça, mais ça c'est le calcul qu'on faisait dès qu'on recevait une publicité, on met à jour ces 3 profils, ça fait un nouveau profil et puis on décide de décaler la publicité qui convient mieux. Donc, par exemple, si je suis passionné de voiture mais que là je suis en train de chercher un restaurant, c'est le profil de 5 minutes en dessus et je propose un restaurant. Voilà. Si je suis un homme de 40 ans mais que maintenant je suis en train de chercher un cadeau pour ma fille, mon profil homme de 40 ans, papa, disparaît et j'ai un profil père de famille qui recherche un cadeau qui apparaît et qui va disparaître. Ensuite, il y a une deuxième mise à jour, c'est toutes les pages qui apparaissent. On reçoit des publicités des fois de sites qu'on ne connaît pas. Donc ça, il faut être capable de les analyser pour les faire entrer dans le modèle. Donc ça, c'était les mises à jour tous les jours. La nuit, tous les 24 heures, on mettait à jour par rapport à tous les sites, voire même des erreurs qu'on avait rencontrées. Ouais, c'était très très complexe. Là, j'ai essayé de simplifier et de montrer un petit peu en quoi Storm était un outil performant, qui pouvait faire du volume, qui pouvait faire beaucoup de choses. Mais
le projet en lui-même était très, très compliqué. 2 à 7 milliards sur 4 machines. Je ne pensais pas qu'on atteignait cet ordre de grandeur, nombre de machines. Une dernière question, Thibaut? C'est bon. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Pardon, Flash. Moi, c'était juste pour bien comprendre, donc je vois Brainstorm en tant que boîte, et pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y avait en entrée, donc s'il y avait plusieurs flux ou s'il y avait juste un flux qui disait voici un cookie et un site d'un annonceur, et après quel était le output, donc si c'était juste l'ID de celui qui a une publicité avec son produit ou son service. Donc nous, l'input principal, c'était effectivement donc voilà, cookie, URL, timestamp. Donc à quelle heure, qui a cliqué sur quelle URL. Après, on avait d'autres entrées plus techniques, qui par exemple qui disaient toutes les nuits, c'est l'heure de vous synchroniser. Donc à ce moment-là, on ralentissait tout le système à un moment de creux, tout le monde se mettait à jour, puisqu'il y avait des modifications qui ne pouvaient pas être faites de manière asynchrone, il fallait que tout le monde se synchronise. Donc il y avait d'autres spots qui envoyaient ce genre de message. Un petit peu comme le type de l'horloge tout à l'heure. La sortie, c'est le cookie et une recommandation. On dit, par rapport à l'échantillon de publicité avec qui on est partenaire, on recommande celle-là. Après, on envoie ça dans le système d'enchères. Notre partenaire le rachète, on chérit, et puis s'il gagne, il paye un petit quelque chose à celui qui organise la publicité et il nous paye un petit quelque chose. Ok. Donc tout ce qui est programmation des enchères, là où je suis prêt à aller, qu'est-ce que je veux acheter, c'est chargé un peu en RAM, dans l'algo en fait, en live. C'est pas un stream mais en tant que tel. Quoi. Donc la partie enchère, échange d'argent, nous on s'en occupe pas. Et moi dans mon projet, on faisait pas ça, voilà, il y a des gens dont c'est le métier. Nous on était vraiment là pour conseiller aux marques quels sont les cookies qu'ils veulent acheter. Et donc, il y a des startups dans le métier, c'est quelle est la meilleure enchère possible pour une publicité. Non, je ne sais pas ça du tout. Ok, merci. Merci beaucoup. Les personnes de Decathlon à bien s'installer. À 3 normalement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir si nombreux. À Decathlon, on a développé un modèle de prévision du chiffre d'affaires par magasin, par rayon, un rayon c'est un sport pour les gens qui ne savent pas, et par semaine. Et voilà, ce soir, du coup, on a le plaisir de vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire et d'avoir votre remarque éventuellement pour nous aider à nous améliorer. Du coup, dans l'équipe qui a travaillé vraiment sous ces sujets, il y a 4 personnes. Il y a Johan qui n'est pas là ce soir, mais qui aurait bien dû y être, qui est notre product owner ou chef de projet, et donc la personne qui est en lien
avec le métier et les data scientists et l'IT. L'IT, justement, il y a Jean Do qui est ingénieur IT. Et qui, voilà, c'est lui. Et moi c'est William, je suis data scientist chez Discovery Analytics. Et moi aussi, moi c'est le dernier, c'est facile, c'est Alfonso, data scientist aussi chez Decathlon. De quoi on va parler ce soir, William? Alors, pour vous relater un peu l'histoire du projet, nous allons commencer naturellement par une mise en contexte où nous présenterons le besoin du projet ainsi que sa valeur ajoutée. Par la suite, nous allons entamer la partie technique par le cleaning de la data ainsi que la préparation de la donnée. Suivra par la suite le modèle Deep Learning en soi avec Alfonso qui va nous présenter les composantes techniques du modèle ainsi que son architecture. Et de par la nature Deep Learning du projet, l'infrastructure sous-jacente était particulière et Jean-Do va donc nous présenter cette infrastructure. Et nous allons clôturer notre présentation par des résultats et des conclusions. Merci. Donc, sans trop tarder, Alfonso, à qui est destiné ce projet? Alors, un petit mot sur le contexte, pourquoi on s'est donné tant du mal. Déjà, chez Decathlon, on fait du pilotage, c'est-à-dire que dans nos magasins, il y a des responsables des rayons qui pilotent leur activité, c'est-à-dire essayent de deviner quel est le CA que leur rayon va faire dans les prochaines semaines. Du coup, voilà, c'est une prévision du chiffre d'affaires. Et... Donc, à quoi ça nous sert de piloter les chiffres d'affaires? Très bonne question, Yann. Vraiment très bonne question. Pourquoi on essaye de piloter les chiffres d'affaires? C'est parce qu'on veut essayer d'ajuster nos investissements. Du coup, voilà, savoir si par exemple on doit créer un showroom dans un nouveau magasin ou si je sais pas, on doit faire un déménagement à l'intérieur du magasin ou plus basiquement si on veut savoir quel est le montant d'heures qu'on peut se payer pour nos vendeurs, donc s'il va y avoir beaucoup de monde dans nos magasins. Est-ce que tu as d'exemples plus concrets? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Imaginons que tu as fait un modèle de prévision de vente et que tu as prévu que tu vas faire beaucoup de chiffres d'affaires et que du coup il y aura beaucoup de monde dans ton magasin. Donc tu as prévu ça, et si finalement ça se passe ça veut dire que voilà, tu as payé 16 vendeurs dans le magasin qui sont sur Facebook, sur Twitter, et du coup ça a un impact direct dans le compte d'exploitation du magasin et c'est pas une bonne prévision. Au contraire, imagine que tu as prévu ça, du coup, pas grand monde dans les magasins, du coup j'ai décidé d'allouer un petit budget pour le montant d'heures, on a mis qu'un vendeur, et finalement ça se passe là, le pauvre vendeur, il va avoir beaucoup de mal à essayer de satisfaire la foule des clients chez Decathlon, et du coup ils ne seront pas satisfaits et c'est pas bien. Donc, pour récapituler, notre objectif est de fournir aux responsables de rayon des prédictions de chiffre d'affaires pour mieux piloter leur activité. Donc, nous sommes donc face à une problématique de forecasting classique où l'idée plutôt est de se baser sur l'historique du chiffre d'affaires pour prédire les valeurs futures de ce chiffre d'affaires. Et nous allons devoir faire ça pour chaque rayon au sein de chaque magasin Decathlon. Du coup, ça vous l'avez déjà lu, j'imagine là. Donc, pour les besoins de pilotage, l'idée est de faire une prédiction à la semaine sur un horizon de 52 semaines, c'est-à-dire pour la prochaine année. Et le périmètre préliminaire du projet était 5 pays de Decathlon. Était 5 pays, ce qui se ramène à environ 90 000 couples magasins rayons et donc 90 000 séries temporelles à prédire. Et le challenge est de pouvoir sortir ces prédictions avec un seul modèle. Mais ça a l'air un peu pas très compliqué, n'est-ce pas, Alfonso? Pas très compliqué, c'est toujours
compliqué de faire des prévisions, surtout si on veut faire des prévisions du futur. C'est pas moi qui l'a dit, c'était un prix Nobel. Nous, on n'est pas encore tout à fait à son niveau, mais on a essayé de faire notre mieux et voilà, c'est ce qu'on va tenter de vous présenter ce soir. Pour vous présenter comment nous y étions parvenus, on va commencer par la première étape d'un projet data qui est le cleaning de la donnée. Maintenant, comme on vient de le dire, on a entre les mains 90 000 séries temporelles à la semaine avec un historique de 4 ans. Et avec une telle quantité de données, on peut bien imaginer qu'il y a bien des outliers. Donc la première étape est d'essayer de détecter ces outliers et de les éliminer afin de ne pas bruiter les données à l'entrée du modèle. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé une règle classique de moyenne et d'écart type, c'est-à-dire qu'on a éliminé toutes les valeurs qui sortent de l'intervalle de la moyenne, plus ou moins 6 fois l'écart type. Et on voit clairement que ce comportement détecté ne correspond pas au comportement global de la série temporelle. Donc, après avoir fait ceci, nous nous retrouvons avec des séries temporelles comme celle-ci. Sur la première figure, vous pouvez voir l'exemple d'un rayon randonnée. Et sur la deuxième figure, l'exemple d'un rayon de ski, qui a clairement une saisonnalité plus claire. Mais malheureusement, on n'a pas résolu tous les problèmes, parce qu'on se retrouve avec des séries temporelles comme ça. Ça, c'est l'exemple d'un rayon ski qui vient d'ouvrir. Et le défi avec ce type de série temporelle est que ce n'est pas juste difficile pour le modèle de capturer le comportement, mais ils ont tendance à fausser les prédictions pour les autres rayons, puisque c'est un seul modèle qui gère toutes ces séries temporelles. Donc l'idée était d'essayer de reconstruire l'historique pour ces séries temporelles, afin de se retrouver avec des séries de même taille, et pour éviter de bruiter l'entrée du modèle. Donc pour reconstruire cet historique, l'idée était de se baser sur les séries temporelles similaires, sans pour autant éliminer les quelques valeurs présentes sur ces séries temporelles. Donc dans un premier lieu, nous avons calculé une série temporelle moyenne par pays pour chaque rayon. Donc vous pouvez voir sur cette figure l'exemple du comportement de rayon ski sur la France. Par la suite, nous avons calculé un facteur de scaling qui était défini comme la moyenne de la série temporelle de chaque rayon par pays divisé par la moyenne de cette série. Et puis, une fois ceci fait, la reconstruction de la série revient donc à multiplier la série nationale par ce facteur de scaling. Pour rebondir sur l'exemple de tout à l'heure du rayon ski qui vient d'ouvrir, avec cette règle, nous arrivons à reconstruire la série et donc à capturer sa saisonnalité et ses tendances, et pour autant prendre en compte les quelques petites valeurs de la série. Donc maintenant que notre donnée est bien nettoyée et bien clean, il est temps de la mettre au bon format de l'entrée du modèle de Deep Learning. Donc il existe plusieurs formats pour ce faire, notamment la Sliding Window et l'Expanding Window. Mais pour le choix de notre modèle Deep Learning, que plutôt Alphonse va nous présenter plus tard, nous allons commencer par vous présenter les variables que nous avions entre les mains. Donc, comme variable numérique, nous avions naturellement le chiffre d'affaires, ainsi que des données météo, notamment la moyenne de précipitation à la semaine et la moyenne de température à la semaine, ainsi que l'âge, qui représente le nombre de semaines écoulées depuis la première date de notre série temporelle. Et comme variable catégorique, nous avons bien sûr l'identifiant de notre magasin, l'identifiant de notre rayon, l'identifiant du pays, ainsi que le numéro de la semaine dans l'année. Donc pour transformer nos variables numériques, nous avons procédé au scaling de variables continues. Pour les variables de chiffre d'affaires, nous avons appliqué un log à la série temporelle divisé par la moyenne de cette série temporelle. L'idée derrière ce choix est de ramener toutes les séries temporelles au même ordre de grandeur, car on peut imaginer qu'il y a certains rayons qui rapportent bien plus que d'autres rayons.
Donc il faut s'assurer que toutes les séries ont le même ordre de grandeur pour être traitées de la même façon par le modèle. Et pour les variables météo, notamment la précipitation, la température et l'âge, nous avons appliqué un min-max scalaire classique. Quant aux variables catégoriques, nous avons procédé à faire un label encoder dans un premier temps, mais elles seront traitées par la suite avant d'être concaténées aux données numériques à l'entrée du modèle. Donc maintenant que nos variables sont clean et transformées, nous allons les préparer à l'entrée du modèle. Donc imaginons qu'on a une série temporelle de chiffres d'affaires. L'idée est de pouvoir la splitter en série temporelle d'apprentissage, en série temporelle de validation et en série temporelle de test. Le principe de l'expanding window est tout d'abord d'éliminer les 52 dernières semaines, qui est l'horizon de notre prédiction et qui représentera pour le modèle les variables target. Le reste de la série représente donc l'entrée du modèle. Pour le dataset de validation, et afin de respecter la temporalité, l'idée est d'éliminer encore une fois 52 dernières semaines qui représentent le target pour ce dataset et de récupérer le reste de la série comme entrée du modèle. On se retrouve donc finalement avec encore une fois 52 semaines de moins pour le dataset de train et le reste de la série et l'input. Donc pourquoi un dataset d'apprentissage, un dataset de validation et un dataset de test? Donc puisque notre modèle aura plusieurs paramètres, on va bien devoir les tuner. Donc un dataset de validation s'impose. Et puis pour pouvoir sortir des métriques sur la qualité du modèle, on va avoir besoin d'un dataset de test. Mais pour la mise en production, une fois tous les paramètres tunés, on va utiliser le split de dataset de test pour apprendre à notre modèle à prédire notre chiffre d'affaires. Donc maintenant que notre donnée est prête, je vais céder la parole à Alfonso pour parler du modèle. Merci bien pour cette très bonne préparation, explication de la donnée, et dataset de validation, train et test. Du coup, maintenant, je vais vraiment essayer de expliquer et présenter un peu les modèles qu'on a développés. Je m'excuse déjà maintenant parce que je ne pourrais pas tout détailler. Apparemment, on avait un temps limité. Du coup, je vais essayer de faire mon mieux et si voilà, il y a des questions, ouais, je suis bien disponible, on est bien disponible après aussi. Le meetup, mais je vais quand même vous donner un aperçu de ce qu'on a fait. Du coup, alors pour les modèles, déjà, on n'a pas développé par scratch l'architecture du modèle. On s'est inspiré par le modèle WaveNet qui a été développé par l'équipe Google DeepMind. Du coup, WaveNet, c'est quoi? C'est un modèle qui permet de générer des courbes d'ondes audio. Et là, ça marche. Vous voyez, chaque point de cette courbe d'onde audio en fait, a été généré par les modèles en fonction de ses valeurs passées. Du coup, chaque point dépend dans une certaine manière des valeurs du passé. Du coup, si statistiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que la distribution prédictive de chaque point est conditionnée à ces valeurs passées. Et du coup, P, que c'est cette distribution prédictive, a été modélisée en utilisant des couches de convolution. Et voilà, et maintenant vous me direz, ok, les files audio, DeepMind, machin, mais tout ça, comment ça se lit avec la prédiction du chiffre d'affaires? Vous avez vu voilà, que la forme de ces courbes d'ondes audio est très semblable à des séries temporelles. Et du coup, en fait, voilà, si eux, ils ont réussi à prédire des valeurs futures, c'est un peu la même chose. Nous, on veut prédire le CA futur en fonction de ces valeurs passées. Du coup, voilà, c'est bien là l'analogie.
du coup, ils ont utilisé des couches de convolution. Je vais vraiment brièvement et simplement présenter qu'est-ce que c'est une convolution, même si je pense que voilà, certains au moins d'entre vous le savent. Du coup, désolé de vous ennuyer sur cette partie-là. Du coup, une convolution, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une opération mathématique. On a notre série temporelle à ma droite, schématisée avec un vecteur de valeur. Et là, après, on a un filtre. En fait, quand on parle de convolution, il y a toujours un filtre. Un filtre, c'est quoi? C'est un détecteur de features. Ici, voilà, on a la série temporelle, on veut détecter des features importantes qui vont être utilisées après par le modèle pour voilà, prédire le chiffre d'affaires futur. Du coup, cette opération de convolution, c'est quoi? Finalement, c'est assez basique. Ce sont des sommes et des multiplications. Du coup, on va mettre notre filtre au début de notre série temporelle et on va sommer les multiplications élément par élément. Du coup, un élément de la série temporelle par un élément du filtre. Et vous voyez que ça donne... Voilà, il y a ici la première valeur, c'est du vecteur C238, c'est la somme des multiplications de valeurs de la série par les valeurs du filtre. Et après, si on veut la deuxième valeur du résultat de convolution, il faut shifter le filtre au fur et à mesure au long de la série temporelle. Et voilà, et du coup, on va en fait essayer de trouver une représentation de la série temporelle. On va détecter des features importantes. Je pense qu'avec ce filtre-là, qui a cette forme un peu belle forme, c'est belle, mais belle en anglais, du coup, c'est. Voilà. Du coup, c'est pour détecter des pics, par exemple. Et ici, les valeurs du filtre ont été données, mais en fait, dans la vraie vie, sont des paramètres que le modèle va optimiser avec la descente du gradient. C'est-à-dire le modèle va essayer de déterminer quelles sont les valeurs optimaux qui me permettent de construire des features à partir de la série temporelle, des features utiles pour prédire le chiffre d'affaires futur. Et bon, rassurez-vous, on n'a pas fait des multiplications et des additions on n'a pas connu nous-mêmes. Il y a bien des softwares qui ont été développés. Ici, il y a Keras, il y a TensorFlow qui implémentent déjà cette opération de convolution. Et petite parenthèse, pour démystifier un peu le deep learning, aujourd'hui c'est très à la mode. Finalement, derrière les opérations sont assez élémentaires. Comme vous le savez, ce qui a fait la réussite, c'est plutôt la quantité des données et les avancements dans l'hardware qui a permis des calculs plus importants. L'ingrédient principal dans les modèles de WaveNet, c'est ce qu'on appelle des convolutions causales. On a vu avant des convolutions classiques, ici causales, c'est-à-dire que l'opération de convolution respecte l'ordre de la série temporelle. On ne va pas faire de convolution avec des valeurs futures de la série temporelle pour prédire le passé, mais on fait des convolutions des valeurs passées pour prédire le futur. Et voilà, c'est tout au long, là, le point, c'est l'output, du coup, c'est la valeur future qu'on veut prédire à partir des valeurs passées qui sont en bas, que c'est l'output. Et du coup, vous voyez que la valeur future, donc, à l'instant t plus 1, dépend de l'input aux instants passés, du coup, à l'instant t et jusqu'à l'instant t moins 4. Et dans cet exemple-là, ce qui est assez important, c'est que ce qu'on appelle le champ réceptif, c'est 5, c'est-à-dire qu'en fait, la valeur future dépend de ces 5 valeurs dernières de la série temporelle. Du coup, qu'est-ce qui est bien en fait avec des
des réseaux de neurones comme ça, c'est qu'il n'y a pas des connexions récurrentes entre des instants temporels, du coup, comme par exemple dans les RNN, que c'est une autre architecture de deep learning, et du coup c'est bien meilleur, surtout quand la série temporelle est très très grande, il y a moins de paramètres dans le modèle de convolution que dans le modèle RNN, du coup les modèles s'entraînent bien plus rapidement et il y a moins de risques d'overfitting. Du coup, voilà, vous pensez tout est bien, pas encore, parce que, comme je dis tout à l'heure, en fait, pour faire dépendre ma prédiction à l'instant t plus 1 par des instants passés, mais un passé plus long que les dernières 5, ça veut dire que je dois empiler beaucoup de couches pour pouvoir aller choper l'information tout au début de ma série temporelle, ou sinon je dois augmenter la taille du filtre. Donc soit augmenter les couches, soit augmenter la taille du filtre, ça veut dire complexifier le réseau de neurones, plus de paramètres, plus de temps à entraîner, plus possibilité de faire de l'overfitting. Et du coup, chez WebNet, la bonne idée qu'ils ont eue, c'était d'utiliser des convolutions causales, mais des convolutions causales dilatées. Aux convolutions à trous, vous voyez, il y a des trous dans les connexions, ça veut dire qu'en fait, il y a un facteur de dilation qui augmente de manière exponentielle avec le nombre de couches, et du coup, en fait, on peut aller choper une information qui est tout au début de la série temporelle en utilisant moins de couches du réseau de neurones et avec un filtre plus petit. Du coup, voilà, c'était ça la bonne idée. Pour qui connaissent un peu, c'est un peu similaire à les convolutions avec du max pooling ou des stride convolution, mais l'avantage c'est qu'ici, la sortie, ça reste un vecteur unidimensionnel qui a la même dimension du vecteur en entrée. Et si le facteur de dilation c'est 1, c'est la convolution classique. Pas de panique, pour ça aussi, il y a déjà une fonction implémentée, là c'est toujours Keras. Sur les paddings, c'est un paramètre, ça suffit de mettre causal et du coup fait une convolution causale. Voilà. Du coup, maintenant, on va présenter un peu l'architecture un peu plus en détail. Comme je disais tout à l'heure, je ne pourrais pas tout expliquer maintenant. Je suis bien dispo après si jamais vous avez des questions. Du coup, notre modèle, comme a bien présenté, il y a deux entrées, il y a deux différents types de données qui rentrent dans notre modèle. Il y a les variables catégorielles comme l'identifiant du magasin, l'identifiant du rayon, l'identifiant du pays, le numéro de la semaine, et des variables numériques comme la série temporelle du passé, du chiffre d'affaires, des variables météo. Et du coup, il faut les traiter différemment parce que ce n'est pas exactement la même donnée. Donc, ce qui se fait assez classiquement quand on a des variables catégorielles, c'est de faire un on-bending. Et après le résultat du coup de l'on-bending, on va le concaténer avec les variables numériques. Et cela après devient vraiment l'entrée dans le réseau des neurones. Il y a un premier bloc qui correspond à plusieurs couches de ces convolutions causales dilatées. Après, on applique un max pooling pour réduire un peu la dimension de notre modèle. On applique une couche dense, ce qui s'est fait assez classiquement à la fin des architectures avec des couches de convolution. On applique un dropout pour limiter l'overfitting. On fait une convolution one-one, ça c'est aussi un petit trick pour réduire le nombre de paramètres du modèle. Et après, à la fin, c'est une fonction de slice, on récupère les 52 valeurs du modèle qui vont être l'output de notre réseau de neurones. Juste pour vous donner une petite explication en plus,
La première partie d'entrée, donc traiter les variables catégorielles différemment que les variables numériques, c'est spécifique au cas de Decathlon, on n'était pas présent dans les papiers WebNet. Cette partie-là des convolutions causales dilatées, on s'est bien aspiré par les papiers WebNet de Google, et aussi la sortie, c'est nous qui l'avons mise en place de cette manière-là, parce que aussi la sortie qui était présente dans les papiers de WebNet, il prédisait une valeur à la fois, et après cette valeur prédite était réutilisée pour prédire encore les valeurs futures. Nous, on a fait le choix de prédire d'un coup les 52 valeurs de notre modèle. Du coup, voilà, on a dû réaménager la sortie du modèle. Certaines briques sont un peu plus classiques. Celle que je veux détailler un peu plus en détail, c'est celle qui a été développée par Google. Et du coup, il y a ce bloc de couches de convolution causale. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des modules plus petits, ce sont des CNN dilatés et causales. Nous, on en a utilisé 7 dans notre modèle. Et là, je vais détailler ce petit point rouge dans le slide. Donc, dans chacun de ce petit point rouge, c'est pas un point, c'est un carré. Voilà. Il y a bien une entrée. Et du coup, voilà, c'est notre input. Il y a une couche de convolution causale dilatée. Après, on applique une fonction d'activation en CELU. Après, je ferai des questions sur CELU, machin, je vais répondre après. On applique une couche de convolution en 1-1, et le résultat, on va le sommer avec l'input qu'on avait à l'entrée de notre petit point rouge. Et c'est ce qu'on appelle cette connexion, c'est une connexion résiduale. Et le résultat, en fait, c'est ce qui va rentrer dans les prochains points rouges. Faire cette somme de la sortie de la convolution avec l'entrée qu'on avait au début, c'est une très bonne idée qui a été développée en 2015 dans les modèles ResNet, RES pour résidual, et a été montré qu'en fait, grâce à ce mécanisme-là, on pouvait développer des modèles de convolution bien plus deep, sans perdre en performance d'apprentissage. Au contraire, le modèle il arrivait à s'entraîner plus facilement et obtenir de meilleurs résultats. Ce n'est pas fini dans les petits points rouges, l'histoire continue parce qu'il y a une dernière sortie. Après l'activation CELU, il y a une autre convolution en 1-1, et c'est ce qu'on appelle des skip-out connections. Et cette idée-là est spécifique au modèle de WebNet. Et eux, ils ont dit, en fait, on va, pour continuer dans notre modèle, on va récupérer ces skip-out connections à chaque couche du point rouge. Et on va les récupérer, on va les sommer, on applique une fonction d'activation en ReLU, et après voilà, le flux des données continue à l'intérieur du modèle. Donc avant j'ai présenté qu'après le bloc de convolution, il y a le max pooling, il y a le couche dense, il y a le dropout et après la sortie. Du coup, voilà, c'est un peu ça. Et pour les skip-out connection dans les modèles de WebNet, a été démontré qu'en utilisant cette sortie-là, les modèles avaient moins de variance dans les prédictions, ce qui généralement c'est une bonne chose. Du coup, voilà, ça c'était vraiment un aperçu assez rapide du modèle. Du coup, je laisse la parole à William pour continuer parce qu'on a fait un modèle, mais après il faut aussi faire une fonction.
Donc, comme erreur d'apprentissage de notre modèle, nous étions partis sur l'erreur classique mean absolute error avec une petite modification. Comme vous pouvez le voir ici, on multiplie l'erreur par un poids. Rappelons-nous qu'au début, quand on a fait la transformation des séries temporelles, on a tout ramené à un même ordre de grandeur. Sauf que d'un point de vue métier, il fallait s'animer sur les rayons qui rapportent beaucoup plus d'argent, parce que c'était là où l'erreur avait des plus grandes conséquences. Donc le poids ici consiste donc à rappeler le modèle de l'ordre de grandeur de la série temporelle en multipliant par le log de la moyenne et aussi par le taux de change, parce que comme on a affaire à 5 pays différents, on avait 2 devises. Donc il fallait tout ramener en euros pour que toutes les séries soient les mêmes. Donc voilà, c'était l'erreur que nous avions utilisée pour apprendre. Et comme Alfonso vient de le détailler, puisque nos projets avaient plusieurs briques, chaque brique avait beaucoup de paramètres à optimiser. Je rappelle notamment la taille de la brique d'embedding, le learning rate de notre optimisateur, le nombre de filtres de nos conv inté, la taille de ces filtres, le vecteur de dilatation de ces convolutions, le dropout à la fin de cette stack de CNN, ainsi que le nombre de nœuds denses et le dropout de ces nœuds. Donc pour explorer cet espace de paramètres, on avait utilisé la biblio hyperopt de Python qui faisait pas un grid search simple forcé, mais d'une façon plus optimisée. Et donc vu qu'on a un espace assez grand, la question de l'infrastructure s'est posée dès le début. C'est pour ça que l'architecture, que l'infrastructure du projet était un peu particulière, et je laisse Jean-Do la présenter. Merci. Ouais, donc on va parler un petit peu des outils. Pour mettre en place tout ça, vous l'avez vu, ça réclame que nous, côté Discovery IT, on mette à disposition une infra et des outils un peu spécifiques, un peu différents de ce que nos amis data scientists utilisent d'habitude. Oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est en gros une overview des outils. Keras, TensorFlow, ils en ont déjà parlé, mais il y en a d'autres, certains choix techniques particuliers qu'on a fait. Concrètement, on est parti sur le choix d'une AMI un peu particulière. Une AMI, en fait, c'est une image d'une machine ou d'un serveur avec toutes les infos qui vont bien pour savoir quel logiciel, quelle librairie, quel driver, etc. on va mettre en place quand on provisionne cette machine. Cette AMI, c'est l'AMI d'AWS, qui s'appelle Deep Learning, et qui embarque tous les frameworks et tous les drivers adaptés à tout ce qui est utile à faire du TensorFlow et du GPU, par exemple. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est plus facile à mettre en place. Les équipes d'AWS, elles ont déjà testé les dépendances entre tous ces outils-là. Parce que c'est quand même ultra touchy d'aller chercher la bonne version des drivers CUDA, etc. C'est assez particulier. Donc ouais, tout ça, c'est testé en amont. Niveau hardware, comme on est hébergé dans le cloud, on peut aller chercher des machines avec GPU qui sont assez adaptées à ce qu'ils font comme traitement, qui est ultra consommateur en calcul, en parisation, etc. Et utiliser des GPU comme ça, comme celle-ci, ça permet d'accélérer l'apprentissage de leur algo. Du coup, derrière, c'est du Conda, c'est plutôt pratique, et une fois que le développeur il lance son environnement Conda, il est autonome et il peut utiliser ce qu'il veut, il est prêt à développer. Ensuite, on va parler un petit peu du déploiement. Comment on a fait concrètement? L'objectif, c'était que les développeurs soient autonomes et puissent lancer ces machines et ces traitements facilement. Au niveau des coûts, les GPU, c'est parce qu'il y a de moins cher, donc il fallait qu'on soit un peu malin aussi là-dessus. Et il fallait que ce soit automatisable au maximum. La solution qu'on a retenue, c'est de partir sur ce qu'on appelle un slave node dans Jenkins. Jenkins, c'est l'outil que nos amis data scientists utilisent pour déployer et scheduler leur job. Et un slave node, en fait, c'est un serveur qui est dédié à un certain type de traitement. Du coup, quand eux ils vont lancer ça, le Jenkins il va créer automatiquement une machine avec un GPU qui correspond à l'AMI juste avant, qui a toutes les bonnes versions des logiciels à l'intérieur. Ça prend à peu près 2 minutes pour provisionner. Et dès que le job est terminé, la machine elle est dessus, on n'en parle plus. On est passé du coup par des pipelines Jenkins pour automatiser le déploiement, qui sont du coup scriptés. Tout le déploiement il est codé et versionné pour qu'on soit propre au maximum. Du coup, le code technique il est séparé du code data science. Concrètement, on arrive sur ce genre de schéma en fait. Pour synthétiser, quand le job il est lancé, notre Jenkins il va chercher les sources sur le Git qui est commun à tout le monde à D4, où tout le code est hébergé en fait. Le Jenkins il crée la machine, l'AMI Deep Learning, avec une GPU à la demande à la suite. Il
va exécuter le code qui vient de Git sur cette machine en question, et dès que c'est terminé, le modèle il est poussé dans le data lake en fait JS3, et la machine elle est tuée. Ok, donc ça c'est techniquement ce qu'on a mis en place. Les résultats, c'est quoi du coup, ça a marché? Du coup, les résultats, j'ai l'impression qu'on a très peu de temps, du coup, je vais essayer de faire ça très rapidement. Du coup, pour les résultats, il faut d'abord trouver la métrique qui nous convient. Et la métrique qu'on a utilisée, c'est une métrique qui donne plus d'importance, plus de poids aux erreurs pour les rayons qui font beaucoup de CA. C'est WAPE, donc c'est l'erreur en moyenne, en pourcentage pondéré. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour aller un peu plus rapidement, on va passer là. Du coup, ça sont les erreurs à niveau console, donc au niveau un peu plus agrégé, c'est les niveaux avec lesquels les responsables des rayons font leur pilotage. Donc c'est la somme, c'est une consolidation, c'est la somme de plusieurs rayons. On sait comparer d'abord avec CatBoost, c'est un modèle de boosting développé par Yandex et Cat parce qu'il utilise des variables catégorielles de manière assez intelligente. On l'avait développé, sauf qu'il fallait faire beaucoup de feature engineering pour utiliser bien ce modèle-là. Et du coup, on arrivait à faire une prédiction que à 8 semaines. Pour faire une prédiction à 52 semaines, comme on voulait la faire, c'était un peu plus compliqué. Et aussi par rapport à l'humain, c'est-à-dire à nos chers responsables des rayons, avec le modèle qu'on vient de développer à un certain niveau un peu plus consolidé, on a une erreur en pourcentage pondéré moyen, avant, de 9%. Et du coup, en fait, par rapport aux humains, par rapport à nos collaborateurs, on est sous le 40% meilleur que l'humain. Du coup, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ça permet d'automatiser, ça permet de leur dégager du temps pour s'occuper d'autres activités à plus haute valeur ajoutée que faire cet exercice de pilotage. Du coup, les conclusions, qu'est-ce qui nous a permis ce modèle qu'on a développé? Déjà, on a pu aller plus vite vers la cible que c'était les 52 semaines, faire une prédiction à 52 semaines, parce qu'on a dû moins s'embêter sur la partie de feature engineering, parce que, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, les modèles deep learning avec le filtre, il fait une sorte de feature engineering lui-même et peut-être plus intelligente que nous. Et du coup, on a gagné en performance, en fiabilité dans la prévision et aussi dans la mise en production de ce modèle. On a pu faire un seul modèle qui traite toutes les séries temporelles en même temps. Du coup, ça veut dire maintenir un seul modèle, c'est bien plus facile que maintenir plusieurs modèles. Éventuellement, si on aurait dû faire un modèle pour chacune de ces séries temporelles, ça aurait été ingérable. Et du coup, voilà, mettre en production de manière plus simple. Du coup, qu'il nous reste à faire, Yann? Donc, à l'heure actuelle, on peut sortir des résultats de prédiction à 52 semaines pour 5 pays. Et l'idée est de généraliser le modèle pour pouvoir sortir ces résultats pour les vingtaines de pays sur lesquels Decathlon est présent. Donc je te laisse le mot de fin. Ok, merci. Le mot de fin, si vous nous avez trouvé sympa et le modèle vous a plu, sachez qu'on recrute. Du coup, s'il y a des personnes intéressées ou des personnes que vous pensez être intéressées à ça, n'hésitez pas à les envoyer chez nous. Et voilà, sinon, merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup. Des questions? Je vais prendre ce premier rang, je suis désolé. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'ai pas mal de questions, je vous en poserai que deux en live. Une sur la météo, est-ce que vous avez essayé de regarder l'impact qu'a la météo sur la prévision, d'un point de vue purement statistique ou en les retirant de l'input? Et deuxième question, c'est
vous avez divisé Training Test Validation Set sur des années différentes. Est-ce que vous avez essayé de compenser les effets de changement de taux d'inflation ou la possibilité de survenue de phénomènes annuels qui peuvent modifier la capacité généralisée d'une année à l'autre? Alors, très bonne question tous les deux. Je commence avec la dernière sur est-ce qu'on a essayé de faire de pré-traitement sur les données. Non, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas trop le temps. Si on voulait le faire sur tous les pays, savoir qu'est-ce qui s'était passé exactement dans chacun de ces pays, dans ces sports, ça aurait été ingérable. En général, ce qu'on essaie de dire, que ça c'est plutôt une approche statistique. Donc quand on fait un modèle statistique, on essaye enlever certains outliers. Avec des modèles deep learning, en fait, on essaie de lui donner toute la donnée en espérant que le modèle apprenne ses particularités et qu'il arrive à généraliser. Sur l'effet de la météo, c'est ça la question, hein, l'effet de la météo. Il y a eu des études précédentes où on avait identifié que les variables qui influençaient le plus la météo, c'était les deux qu'on a utilisées. Effectivement, on avait fait un modèle avant sans ces variables-là, on a fait un autre après avec ces variables-là et la performance augmentée. Du coup, voilà, on n'a pas fait une étude statistique très très rigoureuse, mais on a fait un modèle sans et avec c'était mieux. Du coup, on les a gardés. Ok, alors une question encore. Topo, bien sûr. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de 90 000 séries temporelles. Je suppose que c'est les 90 000 SKU du catalogue Decathlon, du coup, sur un périmètre donné. Je suis bien. En fait, les prédictions étaient faites pour tous les produits au sein d'un même rayon. Donc la série temporelle correspond au chiffre d'affaires de tout le rayon. Si c'est ça ta question. Un rayon c'est un sport. Du coup, en fait, si on en a presque 90 000, c'est parce qu'on a à peu près 100 rayons, 100 sports. Et du coup, multiplié par le nombre de magasins, et ça fait 90 000 nombre de magasins dans les 5 pays. Une référence par SKU, du coup. Là, on n'est pas au niveau SKU, au niveau agrégé sport. Du coup, on prédit le chiffre d'affaires du sport, donc tous les SKU à l'intérieur du même sport, finalement. Et pour donner un ordre d'idée en termes de périmètre de data aujourd'hui, vous avez combien de références, par exemple, sur un magasin style Hyper ou Between, ou en termes de références sur lesquelles vous pouvez prédire des ventes? Sur toutes, parce qu'il y a d'autres modules qui prédisent de ventes à niveau SKU. Là, sur le nombre de références, exactement, je ne sais pas, mais c'est c'est quelques milliers. Quoi. 80 45 000 actifs. 45 000 actifs sur un magasin type. Ok. Ouais. Merci. Alors, allez, une dernière question. Moi, du coup, la première question que je me posais, c'est pourquoi ce choix de 52 semaines? Est-ce qu'il a été imposé? Et est-ce que vous pensez pouvoir réduire ce choix? La deuxième question que j'ai oubliée. Ah oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de data scientists chez Decathlon? Est-ce que vous êtes le seul, entre guillemets, groupe chez Decathlon France ou sur la région? Et la question un peu plus bateau. Du coup, c'est ça. Ouais, toi. Heureusement qu'ils t'ont engagé. Hein. Et la troisième question qui est un peu plus bateau, c'est quel taux de connaissances en maths il vous faut pour devenir data scientist? Et c'est quoi un peu votre parcours quel est le parcours que vous avez fait pour avoir ce jeu? Pour être dans le machine learning, quoi. Ok. J'essaie de me rappeler. La première question, c'était pourquoi 52 semaines? Donc le choix, est-ce qu'il nous a été imposé? Oui, dans le sens que c'est aujourd'hui ce qui est demandé aux responsables de rayon, c'est d'arriver à faire une projection pour les prochaines 52 semaines
Donc c'est pour avoir une visibilité sur l'année à venir. Du coup, en fait, c'est ce qui est demandé aujourd'hui aux responsables de c'est ce qu'on a essayé de faire. La deuxième question... En fait, non, ils nous demandent plutôt d'augmenter encore l'horizon de prévision c'est ce qui est plus difficile, c'est avoir une fiabilité, une prévision fiable plus à long terme qu'à court terme. La deuxième question, c'était... Il y avait une question sur le niveau de connaissance et est-ce que vous embauchez? On n'est pas. Du coup, chez nous, au Decathlon, il y a une équipe cross qui est. Moi et Liam, on en fait partie, qui est un peu plus une équipe centrale. On charge plutôt d'avoir ce quart d'heure d'avance, donc de faire de l'R&D. Après, on a des équipes dédiées dans les différents services que nous accompagnons. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir... le niveau de maths, c'est difficile à répondre. Je pense que quelqu'un qui a fait une école d'Angers ou des maths appliquées ou des statistiques, ça suffit. Quelqu'un qui a fait de l'informatique et qui a envie d'apprendre un peu plus de maths, ça suffit pareil. Si vous avez fait des cours en ligne et que vous démontrez que vous savez appliquer un modèle, vous développez, je pense, voilà, c'est très large. Moi, je dirais que ce qui compte le plus, c'est l'envie d'apprendre, et les efforts qu'on fait. Sinon, moi, c'est mon parcours. J'ai fait une école d'Angers en Italie. Je suis arrivé en France, j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquées et après, je suis sorti de l'académie et j'ai rejoint une autre boîte avant Decathlon. Voilà. Mais c'est, il n'y a pas de parcours précis où c'est chacun a son parcours et t'as pas besoin d'un doctorat pour être data scientist. Voilà, c'est... Ok, merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier vous trois pour avoir fait cette présentation, Denis. Et je vous invite tous à aller dans la salle en face de cet amphithéâtre où on vous accueillera avec un buffet offert par notre partenaire Narcisse.